Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Alors, cette phrase que je viens de donner, je ne sais pas d'où elle est venue, cette minute informative, tout va bien. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs, et tous ceux qui nous écoutent au-delà des étoiles de la galaxie. Comment c'était l'expression au-delà, vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Et vers l'infini et au-delà, alors c'est pas l'infini, le chiffre que l'on va donner, mais c'est quand même un chiffre qui est très symbolique. 5, ça fait 5 ans déjà, ouais, ça y est. On a bouché la bouteille. Déjà notre réalisateur qui est en train de picoler au début d'émission, donc ça annonce des choses un peu Jamel spéciales. Qui est avec nous, et puis nous avons bien sûr Aude au standard 5 ans. Bon anniversaire mon Jean-Luc. Ouais, bon anniversaire Laurence. C'est vrai que ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Ça passe vite, hein. Ouais, mais ça passe vite. On les fait pas comme tu disais tout à l'heure. Au plaisir évidemment de partager avec vous cette émission. Vous pouvez d'ailleurs nous souhaiter un bon anniversaire à l'émission, évidemment, sur la page Facebook de Sud Radio, ou réagir à tous les sujets que l'on va vous proposer au programme. On va devoir payer maintenant totalement son permis de conduire. Alors ça dépend. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pourrez continuer à utiliser le compte personnel de formation. Mais surtout, ce qu'on va vous dire, c'est que il a été décidé là, pour le budget de l'année à venir de supprimer la possibilité de financer son permis avec le CPF. On va l'appeler CPF, ça va plus vite. Mais c'est pas encore compte voté. Personnel de formation. Ouais, donc cet après-midi, vous vous jetez dans les auto-écoles pour vous inscrire, puisque on aura Patrice Bessonne avec nous, qui est le président national de Mobiliance Éducation et Sécurité Routière, qui nous expliquera ça. Voilà. Donc on peut encore en profiter, mais il faut le faire assez rapidement. Ça s'arrête bientôt. Et on va développer évidemment tout ce sujet dans l'émission d'ici quelques instants, puisque ce sera le premier sujet de l'émission. Côté essai de la semaine. Essai de la semaine. Maintenant c'est plus un mystère. J'adore le Dacia Duster en fait depuis qu'il est sorti, et là ils sont rentrés sans doute dans ma tête, je sais pas à quel moment. Ils se sont dit tiens, on va faire un Dacia Duster qui est hybride, qui fonctionne au GPL, qui est 4x4. Alors est-ce que c'est le meilleur des Duster? Vous le saurez en restant avec nous. Dans notre chronique environnement, focus sur les magasins Édouard Leclerc et Biomotors qui vont démocratiser la conversion à l'E85. Exactement, ceux qui hésitaient encore. Alors il n'y a pas à hésiter quand on voit le prix des carburants. On a du super éthanol E85 à moins de 70 centimes à plein d'endroits. Donc c'est 1 euro moins cher que 1 litre de super, donc on peut être tenté de passer sa voiture. Ça avait un petit peu décliné l'installation des boîtiers, et là avec Leclerc, Biomotors propose un boîtier à partir de pas cher. Non, vous restez, attendez, si vous dites tout au début, vous n'allez puis pas c'est rester. Un peu une émission un peu spéciale cadeau d'anniversaire, donc ça ce sera un cadeau. Croyez-nous, Rétromobile a été un véritable succès, c'est terminé depuis dimanche. On va parler du baromètre des véhicules de collection les plus convoités en 2025. Exactement, côté moto et côté voiture. Quelles sont les voitures les plus plébiscitées? Il y aura des Youngtimers, ça c'est pour Cédric qui nous écoute régulièrement. Il y a beaucoup de Youngtimers dans le palmarès. C'est d'ailleurs une des grandes tendances de Rétromobile, c'est que aujourd'hui on s'oriente un peu Youngtimer. Alors attention, parce que normalement Youngtimer c'est les voitures qui étaient entre 20 et 30 ans, mais là on parle de, par exemple pour la 205 GTI on dit Youngtimer alors qu'elle a plus de 30 ans. La Golf GTI on dit Youngtimer alors qu'elle fête ses 50 ans, vous voyez. Donc c'est effectivement, le mot est un peu en décalage par rapport au style de voiture. Et puis vous le savez, je vous donne un indice quand même, c'est une de mes voitures préférées qui est en tête. Ok. Bon, je ne dirai rien. Vous avez vu, c'est plein d'indices en début d'émission. Il faut rester jusqu'au bout pour savoir. Mais alors là, on va être honnête avec tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est qu'il a tellement de voitures préférées, l'ami Jean-Luc, que ça va pas être simple de trouver tout de suite. Et puis, vous savez qu'on parle auto, on nous défend, nous, les automobilistes, parce qu'on est tous automobilistes ou motards ou autres, même piétons des fois, et surtout, voire cyclistes, mais on est aussi, et on a affaire à ce qu'on appelle les métiers de l'automobile, et on va défendre les garagistes en fin d'émission avec ce scandale qui arrive au niveau des garages qui se sont fait complètement hacker leur système. Ouais, vous savez qu'on peut désormais, depuis c'est 2009 je crois, les garagistes peuvent pour vous obtenir la carte grise, donc ils font toutes les démarches, vous n'avez plus besoin d'aller en préfecture. Le vrai gros problème, c'est qu'ils ont le système qui n'est pas très sécurisé a été piraté. Et il y a plein de cartes grises, de fausses cartes grises qui ont été éditées, et on demande aux garagistes en question de payer
les cartes grises. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter, c'est juste catastrophique. C'est catastrophique pour eux parce qu'il y a plein de garages qui vont sans doute devoir fermer. On a Cédric, on parlait des Youngtimers, qui vient nous dire coucou, je vous écoute. Voilà, petit clin d'œil. Et vous savez que cette émission est la vôtre vraiment et qu'on a une communauté, on parle auto, donc on fait tous nos 5 ans aujourd'hui. À savoir que vous réagissez sur la page Facebook de Sud Radio, Roland est là, Guillaume aussi, Nathalie est déjà arrivée, vous êtes Renaud aussi, voilà, Brigitte, voilà, vous êtes nombreux, Thierry, voilà, qui nous dit bon anniversaire, la pâtisserie Villedieu à Lyon, qui dit bonjour à tous, voilà, bon anniversaire à toute l'équipe, c'est Marc, merci, Stéphane devrait pas tarder aussi à arriver, Anne Faux-Femme, bref, vous êtes tous là, allez c'est parti, 0826 300 300 pour nous appeler en direct si vous avez envie de nous causer, et puis merci à Aude et à Jamel d'être de cette belle équipe pour On Parle Auto jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on accueille tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Patrice Besson, qui est président national Mobiliance, Éducation et Sécurité Routière. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bon anniversaire. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bon Patrice, pendant plusieurs années, le compte personnel de formation a aidé de nombreux Français à payer leur permis. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Un permis, c'est quoi? C'est entre 1500 et 2000 euros, c'est ça? Minimum? Oui. Ah oui. Oui. Ouais. Dans le minimum, on est 1800, de 1800 à 2000. Ouais, bon donc on n'a pas forcément, d'accord, mais on part dans des conditions normales. Si on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de payer son permis de conduire, donc ça a aidé beaucoup de gens. Ça a aidé tellement de gens d'ailleurs que le gouvernement, dans le budget 2026, s'est rendu compte que 25% en fait du CPF, c'est 25% étaient utilisés pour le permis. Ils ont dit stop. Alors c'est pas un stop définitif. Vous allez nous expliquer ce qui restera, mais pour Monsieur et Madame tout le monde normal, c'est-à-dire maintenant malheureusement on ne pourra pas utiliser donc je ne pourrai pas passer mon permis de conduire, c'est dommage parce que j'ai 4400 € sur mon CPF, je comptais passer mon permis enfin, mais là je pourrai plus. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est un peu scandaleux parce que ces fonds n'appartiennent pas à l'État. En fin de compte, ces fonds, ce sont les chefs d'entreprise qui cotisent pour leurs salariés. Et une fois de plus, on tape sur les personnes qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui ont un compte personnel de formation qu'ils peuvent utiliser pour la poterie, mais plus pour le permis de conduire. Alors, j'aime beaucoup votre humour. Oui, non, mais c'est quelque chose d'essentiel comme le permis de conduire. Je rappelle, Jean-Luc l'a dit, c'est la formation la plus utilisée par le financement du compte personnel de formation. Et demain, on ne pourra plus, ou si on est demandeur d'emploi, comme Jean-Luc l'a dit, et il y aura une autre possibilité s'il y a un abondement d'une mairie, d'une collectivité locale, alors à ce moment-là, vous pourrez l'utiliser même si vous êtes salarié. Mais ça devient très complexe. En fin de compte, ils ont tout fait pour que les choses deviennent complexes pour les Français. Et il n'y avait pas aussi la possibilité, si moi j'ai un compte de formation qui est plein et que mon fils a besoin de passer son permis, il n'y avait pas aussi cette possibilité que je lui donne ? Non, on l'avait réclamé depuis des années, mais pour l'instant, ça ne se fera pas. Alors, rien n'est perdu. J'ai entendu l'appel de l'ami Jean-Luc. Oui, il faut se dépêcher pour aller s'inscrire dans les écoles de conduite. Je rappelle que cette histoire, c'est pas pour que les écoles de conduite continuent à avoir un marché. Malheureusement, les jeunes viendront quand même dans les écoles de conduite, mais comme vous l'avez dit tous les deux, ils paieront leur formation. L'école de conduite ne paie rien dans ce schéma-là. C'est vraiment les jeunes travailleurs qui perdent quelque chose d'important pour financer leur permis. Alors je disais, tout n'est pas perdu. On a fait une saisine. Mobiliance a fait une saisine auprès du Conseil constitutionnel pour dire que, en fin de compte, c'est un détournement d'argent public. Ça appartient pas à l'État et pourtant l'État veut le récupérer. Et puis on est d'accord. On espère avoir un retour favorable. Et puis on a eu, pour rien vous cacher, puisqu'on est en famille et qu'on se dit tout, on a eu une visio hier après-midi avec Sacha Houlier, qui est la personne députée qui avait mis en place la loi Houlier sur l'utilisation du CPS pour le permis moto, qui est remonté autant que nous, parce que premièrement, sur le permis moto, il y a eu un décret qui a complètement détricoté sa loi,
Et là, le budget fait tomber quasiment l'intérêt de sa loi. Donc, on sera prêt, grâce à Sacha Houlié, à redéposer cette loi et à essayer à nouveau de défendre les gens qui se lèvent tôt et qui travaillent. Oui, parce qu'on va préciser que c'est pas un permis pour de l'agrément, c'est pas pour partir en vacances en voiture. La plupart des jeunes n'habitent pas en ville et quand on est en région, on a absolument besoin d'un permis de conduire. Alors vous allez me dire, si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez toujours le droit d'utiliser le compte de professionnel de formation, mais parfois on peut avoir un emploi et en vouloir un autre et avoir besoin d'un permis de conduire et on ne pourra pas changer dans ces cas-là. Je mets juste un petit bémol à ce que tu viens de dire, l'ami Jean-Luc, c'est pas qu'en région. Il y a des gens qui habitent en grande métropole et qui travaillent à l'opposé où il n'y a pas de transport en commun, ou alors sinon tu mets 4 heures pour y arriver. Donc c'est vraiment la liberté d'abord de circuler, le permis de conduire et la mobilité, et la liberté de pouvoir et de trouver un emploi. Non, mais c'est surtout que le CPF, il peut être utilisé, vous disiez la poterie tout à l'heure, mais c'est même pas pour rigoler. Non. J'ai regardé un peu les formations qui sont disponibles, c'est du grand n'importe quoi. Alors que le permis de conduire, c'est franchement très utile. C'est complètement dingue. Oui. Et puis, Jean-Luc et Laurence, on ne comprend pas trop le Premier ministre, Le Cornu, qui avait annoncé que ce budget était un budget tourné vers les travailleurs et la jeunesse. Eh bien là, il a tout faux. Il vient d'enlever la possibilité à la jeunesse qui travaille de pouvoir, comme l'a dit Jean-Luc, changer de métier, aller plus loin pour essayer de trouver de nouvelles compétences, changer d'orientation. Tout ça tombe à l'eau et aujourd'hui, on ne peut pas laisser les choses en l'état. C'est pour ça qu'on a dit avec Sacha Houlié qu'on voulait retrousser les manches et retourner au combat. Et quelles sont les, Patrice, les raisons invoquées pour cette suppression du CPF? C'est quoi? Alors, en off, puisqu'on est en famille... Oui, personne n'écoute, allez-y Patrice. Il semblerait que le sénateur qui a déposé... puisqu'au départ c'est un sénateur qui dépose un amendement et repris par le gouvernement, c'est parce que ça a été une négo entre Faure et Le Cornu sur je garde le bilan de compétences mais je vire le financement du permis. Donc c'est d'autant plus dégueulasse. Enfin c'est une manœuvre politique à 2 balles, quoi. Il faut dire les choses. On parle vrai. Quand j'entends, je vous assure, Laurence et Jean-Luc, vous connaissez mon engagement. Quand j'entends ce genre de choses, je dis mais on est dans des cours d'école. On arrête des choses qui fonctionnent en France. Il n'y a pas assez de trucs qui marchent pas en France pour en rajouter une de plus alors que ça fonctionnait. Donc, on a prévu également, je vous le dis un peu en avant-première, on a prévu également un rassemblement devant le ministère du Travail, des écoles de conduite, pour défendre ce CPF. Patrice Besson, vous êtes le président national Mobiliance, Éducation et Sécurité routière. On sait combien de permis ont pu être passés grâce à ce CPF. Vous avez à peu près, c'est ce que vous disiez, à peu près 25% qui sont financés par le CPF. Oui, mais ça veut dire combien? On pense qu'il y a combien de permis par an? 1 million. Wow. 1 million. D'accord. Donc on va repréciser, ceux qui nous écoutent, s'ils courent cet après-midi s'inscrire, c'est bon, ils pourront encore utiliser le CPF. On est d'accord. Jusqu'à quelle date? On ne sait pas trop, on parlait du 10 février. Voilà. D'accord, ok. Voilà, il faut que, en fin de compte, ça s'arrête là dès lors où le Conseil d'État donnera son aval sur la loi de finances et qu'elle sera promulguée. Pour l'instant, elle a été votée, elle n'est pas promulguée, elle est devant le Conseil d'État. Alors, ça peut être le 10 février, ça peut être le 20 ou le 30, ça dépendra de l'agenda. Le 30 février, Patrice, ça ne va pas être possible. Non, le 30 février, ça ne marche pas. On vous embrasse. Patrice Besson, en tout cas, vous nous tenez au courant et vous savez que vous avez micro ouvert sur Sud Radio et qu'on sera toujours là pour défendre tout le monde, les automobilistes, mais aussi toutes les professions qui y sont liées. Bon week-end à vous. Merci. Bon week-end à vous, Laurent. Au revoir.
Il y a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Christophe qui dit ah bah tiens, c'est son anniversaire, le permis de conduire est pourtant lié à l'emploi, ça c'est Thierry. Complètement. Roland qui dit une possibilité serait de faire passer le code au lycée, qu'en pensent les auto-écoles. Enfin voilà, il y a pas mal de réactions. On a besoin du permis de conduire pour trouver un travail. C'est vrai qu'il y a des fois, si vous n'avez pas permis de conduire sur votre CV, vous n'êtes même pas convoqué à un entretien. Voilà, vous réagissez et vous continuez de le faire, et ce jusqu'à midi. Dans quelques instants, on va vous donner la parole. On va accueillir Jérôme. Alors faites comme Jérôme, si vous avez une question à poser, vous nous écrivez. Je participe @sudradio.fr, ça c'est l'adresse mail. On parle auto dans l'objet. Toute votre question ou votre réaction, vous n'hésitez pas. Et vous nous rejoignez en direct, et même pour réagir sur ce qui se passe dans cette émission dès maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio. En votre compagnie jusqu'à midi, vous êtes nombreux à nous souhaiter le bon anniversaire pour l'émission, puisqu'elle fête ses 5 ans aujourd'hui, on en est ravis. Et comme dit Christophe, bon anniversaire, c'est l'anniversaire de toute la famille On Parle Auto, donc bon anniversaire aussi à vous qui nous écoutez. Alors on va demander à Jérôme, d'ailleurs, si c'est son anniversaire. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, et donc bon anniversaire. Ouais. Et vous êtes dans une grotte ou quoi? Vous êtes dans une cathédrale, là, c'est ça? Ouais, ça résonne un petit peu. Oui, beaucoup même. Est-ce que vous êtes pas en haut-parleur, on est d'accord? Non, pas du tout. Voilà, ça ira. Ça ira. Vraiment. Bon, ben. Alors, racontez-nous, Jérôme. Vous nous avez écrit. Alors oui, donc je vous écris parce que je m'intéresse à la 308.3 SW plug-in 195 chevaux qui pourrait correspondre à mes besoins. On va rajouter Peugeot devant pour tous ceux qui sont largués, mais quoi que 308, c'est la toute dernière génération. Vous avez vu, en plus, elle a un nouveau faciès qui est assez réussi, je trouve. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais et surtout, donc, et en consultant plusieurs essais écrits et vidéos, je me pose 2 questions techniques sur les modèles hybrides, surtout hybrides rechargeables. Yes. Le moteur thermique se lance et s'arrête souvent, et donc ce type de fonctionnement ne pose-t-il pas de problème d'usure et donc de fiabilité, dû au fait que le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa bonne température de fonctionnement? Et pour les moteurs équipés d'un turbo, donc comme la 308, l'arrêt brusque ne pose-t-il pas non plus de problème de lubrification du turbo? Alors, on explique tout. C'est 2 très bonnes questions. Bon, déjà, la 308 plug-in hybride vient de changer. Alors, je l'ai dit, elle a un nouveau faciès, mais elle a surtout une nouvelle motorisation, avec un moteur thermique qui a été revu en efficience. Il fonctionne sous cycle Miller, il a un turbo à géométrie variable. La partie électrique est complètement différente. La boîte est différente. Alors ça, par contre, la boîte différente, c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est une boîte robotisée maintenant qui remplace l'ancienne boîte Aisin, qui était une vraie boîte automatique et qui était plutôt fiable. Le AT8 était une boîte fiable. La nouvelle, on n'a pas encore suffisamment de recul. Votre question, elle est très intéressante, et vous allez voir que les Japonais, par exemple, qui font de l'hybride depuis très longtemps, on ne parle pas d'hybride rechargeable là forcément, mais de l'hybride depuis très longtemps, ont abandonné sur leurs hybrides, je prends l'exemple du groupe Toyota, les moteurs turbo compressés. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors déjà, votre question, on remet l'église au milieu du village. 90% de l'usure d'un moteur, c'est le démarrage. Une fois qu'il est chaud, vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez. C'est négligeable en termes d'usure. C'est vraiment le démarrage. Quand je dis le démarrage, c'est le démarrage à froid. Ouais. Voilà. Alors sur un hybride, quand vous démarrez à froid, alors il y a certains modèles, on va reprendre l'exemple des Japonais, qui se servent de la température des gaz d'échappement pour réchauffer l'eau du circuit. Donc la montée en température est très rapide. Sur mon Lexus, quand il fait 0 degré, je fais 500 mètres et la température est déjà grimpée. Donc ça permet de réchauffer rapidement le moteur et donc d'éviter l'usure lors des redémarrages. Mais ce que vous remarquerez avec ces hybrides rechargeables, alors pas quand on fonctionne en mode électrique, mais quand on fonctionne en mode hybride, c'est que tant que le moteur n'atteint pas sa température optimale, il s'arrêtera pas. Donc vous ne serez pas en mode pur électrique tant que le moteur n'est pas monté en température. Ça, c'est pour éviter justement l'usure des démarrages. Maintenant, la deuxième question qui est très bonne,
c'est quid vous êtes sur autoroute. Bon, alors évidemment, vous ne serez pas en 100% électrique si vous allez loin, vous serez en thermique, le moteur fonctionnera, le turbo sera chaud, et on sait très bien qu'un turbo, alors je le dis, ça c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des moteurs turbo sur leur voiture, c'est-à-dire en gros 90% des gens aujourd'hui, quand vous venez de rouler à 130 km/h et que vous vous arrêtez sur une aire de repos, vous coupez pas le moteur tout de suite, vous laissez tourner 1 minute, le temps que le palier, le turbo, vous avez vu, je fais simple, hein, c'est 2 ailettes, une qui est dans les gaz d'échappement, qui est entraînée par les gaz d'échappement, et une autre qui est à l'admission, qui comprime les gaz qui rentrent dans l'air qui rentre dans la voiture. Donc, au milieu, ça tourne à une vitesse démentielle, au milieu, il y a un palier, ce palier, il est refroidi par de l'huile, des fois par de l'eau, mais au moment où vous coupez le moteur, si le truc il est je vous dis n'importe quoi, à 800, 900, 1000 degrés, l'huile qui est sur le palier, si vous coupez tout de suite, elle va brûler et elle va on appelle se coquéfier. Et au moment où vous redémarrerez, le palier ne sera pas lubrifié pendant 1 ou 2 secondes. Et ça crée une usure sur les turbos beaucoup plus rapide. Donc il faut, quand vous vous arrêtez, vous avez roulé à 130, quand vous vous arrêtez, vous laissez tourner 1 minute le truc. Alors, vous allez dire les hybrides. De l'ami Jean-Luc. Non, c'est pas des astuces du tout. Ça, il faudrait que votre concessionnaire vous explique ça quand il vous vend la voiture, ce qu'ils ne font jamais. C'était dans le côté positif de nous partager ça. Mais pour le cas pour le cas de la 308, les ingénieurs ont pensé à ça. Donc, au moment où vous allez, sauf si vous coupez le contact, mais quand la voiture d'elle-même va repasser en mode moteur thermique coupé, elle tient compte en fait de la température justement du turbo et du palier, et tant qu'il n'a pas atteint une température qui permettra une température suffisamment basse pour ne pas endommager l'huile qui refroidit le palier, ça ne coupera pas le moteur. D'accord. Donc, en fait, tout ça, ça a été pensé avant, et donc normalement, ça ne doit pas poser de problème de fiabilité. Pourquoi je vous dis normalement ? Parce que les Japonais ont abandonné les moteurs turbo sur les versions hybrides pour cette raison. Alors, par rapport à la question de Jérôme... Est-ce que... Alors, je vais être très... elle vient de sortir, la voiture. Vous êtes toujours là, Jérôme, hein ? Ouais. Je vais être très terre à terre. Une 308 avec un moteur comme ça durera moins longtemps qu'une Toyota ou qu'une Lexus avec un moteur équivalent sans turbo. Okay. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais, il sera juste moins... Non, c'est pas pour ça qu'il est mauvais. En plus, la nouvelle, a priori, ils ont quand même bien amélioré l'autonomie en mode électrique. On dépasse 70 km. Ils ont bien amélioré la consommation, qui n'était pas franchement le point fort de cette mécanique auparavant. Donc ça a amélioré de tous les côtés. Mais bon, on n'est pas encore au niveau de ceux qui font de l'hybride depuis 25 ans. Donc en tout cas, vous le savez, Jérôme, vous avez toutes les astuces et les conseils de l'ami Jean-Luc. Puisque vous posiez la question, les moteurs équipés de turbo à l'arrêt brusque ne posent-ils pas non plus un problème ? Elle ne va pas s'arrêter brusquement si les conditions de température ne sont pas respectées, et à la fois sur la température suffisamment importante du moteur et la température trop élevée du turbo. Donc on laisse tourner un peu quand on s'arrête. Non, c'est pas vous, c'est le moteur. Le moteur, oui, mais si vous décidez de couper, effectivement... Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a des pompes à huile électriques qui vont continuer à maintenir le circuit d'huile même quand le moteur est coupé. D'accord. Donc pour lubrifier par exemple le palier du turbo. Mais on prend vraiment votre grand conseil, on laisse tourner un peu. Le grand conseil, c'est que on n'arrête pas le moteur tout de suite. Vous arrivez sur l'aire de repos, laissez tourner 1 minute. Voilà. Bon, super Jérôme, merci beaucoup. C'est ce que j'ai toujours fait sur mes véhicules. Bravo. Vous continuez alors. Voilà. Merci beaucoup, on vous embrasse fort. Et bon choix de voiture alors. Et merci, vous n'hésitez pas, vous faites comme Jérôme, vous pouvez nous écrire je participe@sudradio.fr, vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, votre question, toutes vos coordonnées, ainsi on vous rappellera, ou vous pouvez nous appeler en direct car notre belle Aude est avec vous au 0826 300 300 et elle vous répond instantanément. Et on prend le volant. Et l'ami Jean-Luc qui va prendre le volant. Si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Sud Radio, le volant d'une de ses marques préférées. Oui, alors pas forcément une marque, mais je trouve que le Duster, puisque c'est du Duster qu'on parle, a été injustement et n'a pas été désigné voiture de l'année quand il est sorti. Et pourtant, cette 3e génération, elle est sexy, elle est super. Il a eu beaucoup de succès, 2,8 millions d'exemplaires et 25% des Dusters sont des 4x4. Donc fallait de nouveau une version 4x4.
4x4 un peu plus moderne et surtout qui ne prend pas plein de malus dans le museau. Donc ils ont peaufiné ce Duster avec à la fois une micro-hybridation en 48 volts. Il peut également fonctionner en GPL et il a une traction 4x4 qui est assurée par un deuxième moteur électrique qui est installé à l'arrière. Esthétiquement, il n'y a rien qui change et c'est tant mieux parce qu'il est chouette. On dirait un peu un Land Rover, un Jeep, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Le seul moyen de distinguer cette version 4x4, c'est d'abord les roues, parce que on a du 18 pouces, mais c'est des pneus 4 saisons qu'ils ont mis d'origine dessus. Puis à l'arrière, pour ceux qui savent pas lire, du côté gauche, on a écrit hybride. Et puis à droite, on a écrit 4x4. Donc on se dit, tiens, si c'est 4x4, c'est que ça doit être 4x4. En fait. Codec. Exactement. Toujours 4,34 m de long, mais il y a quand même une petite chose qui change, c'est la taille du coffre, puisque vous avez vu sur cette version GPL, il y a un gros réservoir de 50 litres. Alors, il prend la place de la roue de secours. Bon, déjà, plus de roue de secours sur un truc qui peut faire du 4x4, on peut en discuter. Et puis, surtout, la capacité du coffre passe de 450 à 400 litres. Ça devient un des plus petits de la catégorie. C'est presque le seul souci de la voiture. Il y a un nouveau moteur sous le capot, donc qui marie un moteur essence 3 cylindres, 1,2 litre très moderne, à injection directe, le cycle Atkinson, turbo, etc., avec un petit moteur électrique. Il y a aussi un deuxième moteur électrique qui entraîne les roues arrière lorsque c'est nécessaire. Et puis, on l'a dit, ce bloc qui fonctionne aussi au GPL. Il développe 140 chevaux, 230 Nm de couple. Le moteur électrique arrière, lui, développe 31 chevaux, 87 Nm. On a une petite batterie de 0,84 kWh. Et tout ce petit monde, ça fait 154 chevaux. Donc, c'est quand même pas mal. Ce Duster 3e génération, il a été lancé il y a seulement 2 ans. Donc, il n'avait pas besoin d'un gros rafraîchissement à l'intérieur. Au demeurant, c'est extrêmement bien présenté. Bon, c'est simple, sobre, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous vous souvenez, je vous avais dit quand il est sorti, on avait l'impression d'être à bord d'une Jeep. C'est confirmé. On a un pare-brise assez droit qui donne le sentiment d'être dans un cocon. Avec la nervure du capot, là cette fois on a l'impression d'être dans un Hummer H2. C'est plutôt sympa. Et puis, avant de détailler l'équipement de cette version extrême, un focus sur le bouton magique de chez Renault, le fameux qui désactive les aides à la conduite indésirables. Voilà. Un autre bouton à côté permet de passer de l'essence au GPL. Le tableau de bord, il reste hyper classique. Moi, j'attends toujours des compteurs ronds, monsieur Dacia. Et puis l'écran central est simple d'utilisation. C'est assez réactif. On se perd pas dans les menus, les sous-menus. Et puis, puisqu'on arrive à l'équipement, on a évidemment la clim. Alors, les sièges chauffants, le volant chauffant, la navigation, des caméras, un lave-vaisselle, une machine à café, enfin tout ce qu'il faut, bref. Et puis on a des fonctionnalités qui sont destinées à l'off-road. Une des grosses nouveautés de ce Duster 4x4, c'est la boîte robotisée double embrayage. On peut également commander en manuel avec des petites palettes qu'on a de chaque côté du volant. Et puis, bouton essentiel sur cette version 4x4, c'est au milieu, on a un sélecteur des différents modes. Ce qui m'étonne, c'est que la vidéo est un peu longue sur tout ça. Bon, voilà, pour ceux qui regardent, vous allez dire, je suis en décalage, mais je pensais avoir taillé un peu plus. On regarde sur la page Facebook de Sud Radio. On a des boutons physiques pour la clim. On va revenir à tout un tas de commandes physiques. Voilà la manette qui permet de commander la boîte automatique et puis de chaque côté du volant, comme je vous le disais, des petites palettes. Et le fameux bouton qui est au milieu de la console centrale qui permet de passer en mode tout-terrain, 4x4, etc. Et une fois n'est pas coutume, on va démarrer par du tout-terrain. En position 4 roues motrices verrouillées, le moteur thermique est toujours en fonctionnement. Il alimente en électricité le moteur arrière. C'est très efficace et ça en fait un engin de franchissement, vraiment. D'autant qu'on a une vision avec des caméras tout le tour de la voiture. Tout ça, c'est grâce au couple du moteur électrique. C'est plus simple qu'avec l'ancienne génération qui avait une première courte. Aujourd'hui, on peut passer pratiquement partout. Alors évidemment, quand on arrive sur la route, c'est encore plus simple à conduire, ce Duster 4x4, avec la boîte robotisée double embrayage. Il n'y a rien à faire. Voilà, vous pouvez dormir au volant. Peut-être pas quand même. Et puis, le train arrière est un peu différent. Ça ne pénalise pas du tout le confort. Je dirais presque au contraire, il est extrêmement souple. La direction est légère. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Et puis, on a le fameux sélecteur de mode sur automatique. En 100% électrique, on peut être en propulsion.
c'est le premier Duster. Oui, si vous êtes en 100% électrique, vous pouvez, il peut y avoir que le moteur arrière qui pousse la voiture jusqu'à environ 30 km/h. Et puis si on accélère un peu, le moteur thermique se met en route. Bon, comme toujours chez Renault, le compromis confort tenue de route est franchement excellent. Et puis même avec les pneus 4 saisons dans les virages, ça vire bien à plat. On a un contrôle parfait de la motricité, même sur un sol gras mouillé, comme c'est un peu le cas en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué. Bon, c'est l'avantage par rapport à un Duster traction. Bref, c'est satisfaisant en termes de comportement. Vous avez vu, ça fait, c'est un Alexandre. Ce qu'il est un peu moins, c'est qu'il y a une bonne seconde de temps de réaction lorsqu'on écrase le champignon. Alors c'est pas la boîte qui est plutôt réactif, c'est le système hybride qui a du mal à gérer les 3 moteurs. On peut sans doute espérer, ça a été le cas sur le full hybride de Renault, que les ingénieurs vont travailler pour rendre ces transitions un peu plus fluides. On va donc pas considérer ça comme un défaut pour le moment, on les laisse travailler. Bon, les performances sont d'ailleurs pas mauvaises. En accélération, c'est 0 à 100, 10 secondes 2. En reprise, on sent que la voiture a pris un peu de poids par rapport à la version de roue motrice, c'est 80 kg de plus. Alors, à 130 km/h sur l'autoroute, le volume sonore dans l'habitacle est très raisonnable. On a juste des petits bruits aérodynamiques, pas de bruit de roulement supplémentaire avec les pneus 4 saisons. En fonctionnement GPL, par contre, la moyenne de conso, c'est 8,9 litres, c'est 1 litre de plus que ce qu'annonce Dacia. Et sur autoroute, alors là, ça consomme beaucoup. Moi, j'ai fait 12,9 litres à 130, c'est beaucoup. Par contre, à l'essence, alors là, beaucoup moins. On est à 7 litres au 100 de moyenne. Et puis, sur autoroute, on arrive à rester sous les 10 litres également. Bon, l'avantage du GPL, vous l'avez compris, c'est que à 99 centimes le litre, ça permet de rouler en moyenne pour 25% moins cher. En conclusion, je vous le conseille, il n'y avait pas de grand suspense en fait quant à la conclusion de cet essai. En fait, ce Duster est tout simplement très bien. J'étais prêt à dire génial, mais il y a 2 détails qui méritent encore d'être peaufinés. On a parlé de la transition entre les différents modes, mais qui va être améliorée. Et puis le volume du coffre. Bon, ça va pas pouvoir être amélioré. Mais si vous voulez plus grand, prenez un Bigster. Ah oui. C'est le grand frère. Le Dacia Duster en grand, voilà. Bon, cette version haut de gamme extrême, elle est facturée 33 300 €. C'est très correct. C'est sans concurrence. En plus, on n'a pratiquement pas de malus. Cette version qui était finalement un peu plus chère que l'ancien modèle ne l'est pas. Et pourquoi ? Parce que vous avez le GPL gratos, vous avez la boîte automatique gratos, et le même prix que l'ancien est mieux. C'est pas belle la vie en fait. On aime bien. Merci beaucoup. Alors est-ce que c'est le meilleur Duster ? La réponse est oui. Oui, voilà. Voilà, je vous suis bien et vous pouvez évidemment retrouver toute la vidéo, tout l'essai en images sur la page YouTube de Sud Radio. Vous retrouvez tous les essais de l'ami Jean-Luc. Vous n'hésitez pas, comme ça vous peaufinez bien votre choix. Eh bien, nous on continue. Et si on rajoutait un boîtier éthanol sur le Duster GPL en plus ? On va en parler dans quelques instants. Parce que Leclerc et Biomotors démocratisent la conversion et deviennent partenaires pour vos futurs boîtiers éthanol. On en parle tout de suite en détail. Sud Radio. Toucar, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on parle d'auto et d'environnement avec vous, bien sûr, et surtout avec Alexis Landrieux, qui est gérant de Biomotors. Biomotors, c'est fabricant et installateur de boîtiers éthanol E85. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, et encore joyeux anniversaire de 5 ans. Merci. 5 ans, l'émission a 5 ans. Nous, on aime bien ça. Merci, alors... merci. Alexis, là, l'essai de la semaine, c'était le truc full option, le Duster hybride 4x4 GPL. On pourrait rajouter un boîtier éthanol, c'est ce que je disais. On peut faire du tri-carburant, on le fait régulièrement et ça n'empêche rien. Et voilà, formidable. Merci Alexis Landrieux. Au revoir, passez un bon week-end. Non, on va parler de... Alexis, on va commencer. J'avais une bonne nouvelle aussi. On va commencer. Il y a un autre anniversaire. C'est les 20 ans du bioéthanol quand même aussi. Ah oui, c'est vrai. 20 ans du bioéthanol. C'est vrai. Et oui, ça y est. C'est vrai. Ça y est. C'est vrai. 20 ans déjà. Ouais. Oh Alexis, on commence par des chiffres qui fâchent un peu. L'année dernière, les boîtiers de conversion étaient un peu moins plébiscités qu'auparavant. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une explication ou pas ? Oui, c'est vrai, et c'est lié au manque parfois de lisibilité dans les offres. Les installateurs peuvent des fois avoir des tarifications un peu différentes, qui peuvent varier d'un installateur à un autre. Ça peut être un peu moins lisible en termes d'offres, et également finalement le fait d'avoir quand même cet investissement de départ. Et c'est ça qu'on a voulu travailler vraiment pour cette rentrée 2026. Ça fait en réalité 1 an qu'on travaille aux côtés de Leclerc à concocter une offre qui est effectivement historiquement basse, accessible et lisible.
D'accord. Alors c'est quoi cette offre ? Parce que j'ai pas mis volontairement dans le sommaire le prix d'attaque. C'est la surprise. C'est l'anniversaire. Mais, voilà. Mais ça va permettre d'installer un boîtier. C'est effectivement. Biomotors, ça fait 15 ans en fait qu'on essaie de démocratiser la conversion. Et là, je pense que ça y est, on y parvient parce que, allez, on va arrêter le suspense. On est à 690 € TTC forfaitisé dans 50 centres Leclerc à ce jour. Installé, on est d'accord. Monté. Installé, monté, posé, 690 TTC. Alors qu'on était à combien avant 900 1000 On était plutôt, effectivement, à chaque fois on annonçait dans les 900 000 €. Vous savez que nous, en tant que fabricant, après il y a quand même la partie installation qui était liée au devis de l'installateur final. On ne peut pas vraiment maîtriser ça. Tout le but du jeu avec Leclerc, ça a été justement de forfaitiser un ensemble pour pas qu'il y ait finalement de surprise et qu'on ait vraiment une offre forfaitisée qui n'existait pas jusque-là. Donc on est à 690 TTC pour 80% des boîtiers. Vous savez, le Bioflex classique. Ouais. Et souvenez-vous, on avait sorti le Bioflex. Alexis, le Bioflex classique. Vous allez trop vite là. Si je pose la question là, même dans le studio, personne va me dire ce que c'est que le Bioflex classique. Eh ben c'était le premier. C'est la nouvelle technologie développée par Biomotors. Donc c'est pas un vieux bousin recyclé. Non. La toute nouvelle technologie, vous savez, celle qui s'applique vraiment pour les moteurs un peu plus complexes tels que le PureTech par exemple ou les TSI. Ça, on sera sur un forfait qui sera à 890. Donc on a deux forfaits, deux prix uniquement. Le 690 pour 90% des véhicules, on va dire. Et puis, pour les 10% restants, les PureTech où il y a un peu plus de vérification technique à faire avant installation, qu'on impose à nos garages installateurs, et là on sera à 890. Donc deux prix uniquement. D'accord. Formidable. Monté en plus. Et vous nous avez dit 50 centres. On peut trouver, j'imagine, la liste des centres Leclerc. C'est quand il y a des centres auto Leclerc, c'est ça Voilà. En fait, l'objectif, alors pour faire très simple, l'objectif de Leclerc est évidemment de distribuer le carburant. C'est l'un des premiers distributeurs d'éthanol en France aujourd'hui. Mais c'était aussi du coup de pouvoir proposer la conversion également. On a formé 50 centres sur les 126 centres auto Leclerc existants en France. 50, pourquoi seulement 50 ? Parce qu'on a pris le temps de former. C'était aussi vraiment le deuxième axe sur lequel j'ai vraiment voulu insister. Je me suis d'ailleurs personnellement occupé de plusieurs formations de centres Leclerc parce que mon objectif était aussi, on l'a vu par le passé, il y a parfois eu des discordances en termes de qualité d'installation et ça, je voulais vraiment pas que ça arrive au sein du réseau Leclerc. Donc on a aussi amplifié la formation et on va arriver aux 126 centres formés d'ici à fin 2026. Ah oui, à la fin de l'année, là. D'accord. Donc, quel type de véhicule on pourra équiper ? On a compris qu'il y avait deux formules, une à 690, une à 890, c'est ça ? En fonction du boîtier. Ça représente quoi en possibilité d'équipement du parc de véhicules essence ? On va préciser que c'est pour les véhicules essence, donc vous ne venez pas avec vos diesels, ça sert à rien. Ni avec vos électriques. Voilà. Une électrique à l'éthanol, en général, c'est plus la bouteille qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Donc ça représente quoi à peu près en possibilité d'équipement du parc ? Alors, globalement, c'est tous les véhicules essence à partir des années 2000. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez mettre votre immatriculation de véhicule sur l'application Biomotors directement dans le téléphone ou sur le site internet et ça vous dira évidemment si c'est compatible. Il n'y a pas de restriction particulière. On fait même les hybrides et hybrides rechargeables. On fait même finalement les moteurs un peu plus complexes dont je parlais, comme le PureTech et le TSI. Et ça sera juste l'offre qui sera au 890. Vraiment, ça sera le tarif maximum. J'ajouterai une petite précision si vous le permettez, parce qu'il y a une deuxième bonne nouvelle. C'est que Leclerc en fait a également ajouté une chose pour finir et vraiment satisfaire tout le monde, c'est que finalement on a aujourd'hui pour la première fois une offre qui est sans investissement. Pourquoi ? Parce qu'il propose le 10, 12 fois jusqu'à 20 fois sans frais. Oh là 20 fois sans frais, c'est bien, vous avez compris. Paiement 20 fois sans frais. Ouais. C'est-à-dire que soit tu payes 60 € par mois en gros si tu fais 69, soit tu payes 35. C'est quand même énorme ça. Et alors par exemple on va le mettre en face de l'économie qu'on peut réaliser pour savoir si c'est rentable dès l'installation. C'est ça en fait l'idée. Il y a 1 euro d'écart au litre entre l'éthanol et l'essence actuellement, et ça d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Et donc c'est pour un réservoir de 50 litres une économie qui va être environ de 45 €, tenant compte de la petite surconsommation qu'on a évidemment lorsqu'on roule à éthanol. 45 € d'économisés par plein. Ouais. Et en face, si vous prenez le boîtier à 690 par exemple, en 20 fois sans frais, ça fait 34,50 €. 35 €. Oui. En gros, le premier plein, vous gagnez déjà de l'argent, vous n'en dépensez pas, vous équipez gratuitement.
Alors, juste une chose, Jean-Luc et Alexis, vous qui êtes gérant de Biomotors, fabricant et installateur de boîtiers, quand j'ai une voiture comme ça qui a les boîtiers, je ne vais pas tout le temps faire que de l'éthanol en termes de plein. De temps en temps, je mets un peu de... Vous pouvez rouler à l'essence, il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est OK. C'est l'avantage du boîtier par rapport à une reprogrammation, ou si vous reprogrammez la voiture. Déjà, on va repréciser que c'est illégal. Oui, c'est pas ça ma question. C'est pas ça. Ma question, c'est quand je vais avoir le boîtier, de temps en temps, il faut que je refasse quand même un plein. On en avait parlé ou pas spécialement? Pas forcément, mais pas. Non, d'accord. Alors moi, je vais vous dire, j'ai refait un plein d'essence quand il a fait moins 7, moins 8 degrés, parce que ça avait du mal à démarrer le matin. Voilà, merci. C'est exactement là que je voulais en venir. De temps en temps, mais bon, voilà, c'est pas... Non, c'était vraiment les conditions climatiques qui faisaient que ça avait un peu de mal. Mais c'est vrai que... En vérité, ça, je pense qu'on peut quand même arriver à le régler. Moi, c'est vrai que depuis maintenant plus de 15 ans que je fais ce métier, j'ai toujours roulé qu'à l'éthanol. C'est devenu une religion. D'ailleurs, j'achète vraiment pas d'essence. Hein. C'est définitivement... Alors, je peux vous dire, pour l'avoir fait, c'est qu'au moment où vous prenez le pistolet d'essence pour le mettre dans le réservoir, il vous brûle les doigts, le pistolet d'essence. Et il vous brûle surtout le portefeuille. Ouais, parce que quand vous faites un plein, alors sur la Yaris, le réservoir est petit, mais on fait un plein pour 22 euros, 23 euros, et que là, d'un coup, le plein, il coûte 2 fois et demi plus cher, 2 fois plus cher. Ça fait tousser. Et il n'y avait pas une histoire d'assèchement un peu à cause de l'éthanol de temps en temps? Il n'y avait pas cette histoire-là où ça a été réglé, ça, Alexis? Non, en fait, c'est lorsque vous réglez mal un moteur, et donc par des solutions, par exemple, illégales comme la reprogrammation, ou qu'on met pas de boîtier, on va avoir un mauvais ratio de combustion, c'est-à-dire un mauvais mélange entre l'air et le carburant, parce que l'éthanol, évidemment, c'est pas anodin de changer de carburant, il faut le faire dans les règles de l'art, d'où l'homologation. Si vous faites pas bien les choses, vous avez une mauvaise combustion, un mauvais rendement, et donc une élévation des températures et un assèchement, finalement. Mais c'est pas le carburant en lui-même. Le carburant, même éthanol, est moins dégraissant que l'essence, si on regarde bien. Ouais. Mais ça, après, c'est tout un sujet technique. On va repréciser une chose, c'est que si vous roulez avec de l'éthanol dans le réservoir d'un véhicule pour lequel la carte grise n'a pas été modifiée avec ce carburant-là, normalement, les douanes pourraient vous épingler. Bon, c'est jamais arrivé, hein. Mais c'est illégal aussi d'utiliser un carburant qui n'est pas prévu sur la carte grise. Si je peux me permettre, c'est surtout en fait que la carte grise définit le carburant avec lequel le véhicule roule. Et aujourd'hui, en cas d'accident, il est considéré que le véhicule peut avoir manqué à sa sécurité pour lequel il a été conçu, parce que comme le carburant n'est pas le bon, le constructeur ne peut pas garantir que les réactions sécuritaires du véhicule en cas d'accident aient été totalement respectées et totalement celles attendues par le constructeur initialement. Et c'est pourquoi lors d'un accident, les experts aujourd'hui vérifient si vous avez de l'éthanol dans un réservoir d'une voiture qui n'est pas conforme en éthanol sur la carte grise. Évidemment, ils vont pouvoir considérer que le véhicule n'a peut-être pas freiné ou adapté sa réaction de conduite à l'accident, parce que les règles de sécurité n'étaient pas respectées. On va le dire, Alexis, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Si on offre une porte de sortie à un assureur, il va se précipiter pour ne pas vous indemniser. Donc, rouler à l'éthanol dans un véhicule qui n'est pas prévu pour, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas remboursé des dégâts de votre voiture. On rappelle les prix, parce que c'est important, Alexis. Alors 690 €. On peut d'ores et déjà s'équiper, ça y est, l'opération a démarré chez Leclerc. Oui, tout à fait. Là, on l'a annoncé donc depuis 2 semaines. Les 50 premiers centres sont donc accessibles. Les 126 au total arriveront d'ici la fin de l'année. Et en récapitulatif très court, on est à 690 ou 890 pour vraiment les moteurs les plus complexes, et avec des paiements plusieurs fois sans frais, possible jusqu'à 20 fois. Donc vous gagnez de l'argent même en tout cas, de payer le boîtier. Voilà, il y a Sébastien qui nous dit: j'ai acheté un kit il y a 3 ans pour un Duster 1,3 litre TCE 130 chevaux. À l'époque, il l'avait acheté assez cher. Il a marqué 1390. Il dit: je viens de le rentabiliser en décembre. Donc, profitez de l'opération avec Leclerc. pour changer de Mais kit. Sébastien était en avance. C'est chouette. En tout cas, c'est bien. Oui. C'est bien de le faire. Ouais, vous pensez que ça va relancer l'installation des boîtiers? Vous avez déjà... alors, c'est un petit peu tôt puisque ça vient de démarrer, mais comment c'est accueilli? C'est très bien accueilli, parce que je pense que Leclerc a quand même cette image d'être garant du pouvoir d'achat des Français, ainsi que de combattre et d'être là aussi pour travailler sur la consommation française et l'achat français. Et n'oublions pas, l'éthanol est le seul carburant français. Donc ça matche complètement avec leur éthique et leur engagement. Super, Alexis. J'imagine qu'ils ont une puissance de communication qui est assez importante pour relancer tout ça. C'est ça. Alexis Landrieux, gérant de Biomotors, fabricant et installateur de boîtiers. Merci Alexis, on fera un petit point dans 6 mois, pour voir où
ça en est. Et pour être clean avec l'Arcom, qui va nous taper sur les doigts parce qu'on a beaucoup parlé des centres Leclerc, on va aussi parler de Carrefour, d'Auchan, j'allais dire de Conforama, de But, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, messieurs de l'Arcom, on a donné plusieurs marques. Messieurs, mesdames, d'ailleurs. Allez, à suivre le retour de l'info de 11h. Et puis, on continue notre émission. Vous le savez, il sera entre autres question de ce que vivent les garagistes après des piratages de leur système. Et ils sont obligés de payer des sommes astronomiques. On en parlera en détail, parce que certains vont peut-être devoir fermer les portes. On donne la parole aussi aux acteurs du monde de la mobilité sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on continue avec vous. On parle auto et c'est jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes nombreux à être en notre compagnie, ça nous fait vraiment plaisir. Pour ceux qui arrivent juste à l'écoute de Sud Radio, nous fêtons les 5 ans de l'émission On parle auto. C'est un vrai bonheur de partager tous les samedis matins cette aventure avec vous, l'ami Jean-Luc. Voilà, c'est ma déclaration d'amour. Mais on a commencé, on était très jeunes, hein, vous imaginez bien si ça fait 5 ans que ça dure. On a commencé en sortant de l'école. Là. Et vous êtes aussi nombreux à nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Ouais, Sébastien qui est là, évidemment, qui parle beaucoup. Sébastien, tiens, il nous dit quoi ? J'étais en Lozère et j'avais jusqu'à moins 10 degrés et pas de problème. On revient sur le sujet juste avant de l'éthanol, puisque certains disent oui, mais avec l'éthanol, c'est compliqué. C'est une question de réglage, une question de réglage des boîtiers en fait. Et puis peut-être aussi de l'état des bougies aussi. Ah oui, t'as raison. Il faut des bougies en bon état. Et puis, c'est vrai qu'au moment du réglage des boîtiers, ils sont pas tous réglés absolument pareil. Et un boîtier qui a un peu moins de richesse, il va avoir du mal à démarrer quand il fait très très froid. Donc, vérifiez bien quand vous allez faire poser votre boîtier. On peut pas vérifier. On voit que ça clignote dessus, mais il faut. Faut l'insister, quoi. Bien insister. Allez, au programme de cette émission, ça y est, on a fini le sujet éthanol. On va parler des milliers de fausses cartes grises dans la nature après des piratages, mais surtout des conséquences économiques sur les garages, nos garages qui réparent nos voitures. Ouais, parce qu'il y a des petits malins qui ont réussi à pirater le site du gouvernement. Hein, c'est pas autre chose. Donc ils ont fait des cartes grises comme si c'était des garages indépendants qui les avaient demandé. Sauf que l'État envoie la note au garage en question. Vous imaginez. Alors quand on voit le prix de certaines cartes grises, ce que ça peut leur coûter, il y en a certains, ils sont limite du dépôt de bilan. La FNA monte au créneau pour demander l'annulation en fait. Des dettes qui ne sont pas les leurs en fait. Maintenant, il faudrait retrouver les fameuses fausses cartes grises. Voilà, ça permet d'immatriculer des voitures volées, par exemple. Par exemple. Nous recevrons Robert Bassol, qui est donc le président de la Fédération nationale de l'automobile. Avant cela, on va parler du baromètre des véhicules de collection les plus convoités en 2025. Et oui, c'est Classic Expert qui, tous les ans, fait un baromètre des motos et des voitures les plus convoitées. Ça veut dire quoi, les voitures celles qui sont les plus demandées. Exactement. Qui est le monde des leveux. Voilà, dans les annonces. Donc, et vous allez voir qu'il y a quelques variations, mais celle qui est numéro 1, elle reste numéro 1, et puis elle sera toujours numéro 1, et puis dans 1000 ans, elle sera encore numéro 1. Donc voilà. On verra ça en détail, mais je sens que l'ami Jean-Luc meurt d'impatience de nous le dire. Attendez. Non, je vous le dirai pas. Okay. Et puis on va évidemment dans quelques instants parler de Goodyear en accueillant Louis Spina, qui est le directeur commercial France de Goodyear. Et puis vous surtout, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, vous réagissez sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. On nous souhaite un bon anniversaire et on nous demande en l'occurrence quand est-ce qu'on va venir manger le gâteau. On est invité à manger le gâteau, c'est Guillaume qui nous demande ça. Et puis vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr, vous mettez on parle auto dans votre mail. Je vais aller regarder s'il y a des mails qui sont arrivés ce matin aussi. Et puis sinon, vous nous appelez au 0826 300 300. Allez, c'est fini pour la bonne année, mais on va parler du Napi Goodyear. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Louis Spina, qui est le directeur commercial France pour Goodyear. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Voilà, mais on va pas parler de Goodyear. Non, pas aujourd'hui. Voilà. On va parler d'une marque, alors que Laurence a connu quand elle était toute petite, parce qu'elle a été fondée en 1914.
Mais non. Et elle est propriété du groupe Goodyear depuis 2021. C'était une firme américaine. Alors, historiquement, la marque, c'est Cooper. Et pour beaucoup de passionnés d'automobile, ça va leur parler, Cooper. Juste une chose, 1914, ça me permet d'envoyer un joli message à ma mamie Gabi qui est partie maintenant là-haut et qui était née en 1914. Voilà. Bon, d'accord, voilà. Alors, cette marque Cooper, 1914, on imagine qu'ils faisaient des pneumatiques, mais ils faisaient quoi comme type de pneumatique? C'est quoi un peu l'historique? Alors, Cooper, c'est quoi? Cooper, effectivement, elle est née en 1914. Et pour la petite histoire, elle est née à Akron, qui est la même ville où est basée et où est née notre marque Goodyear. Donc, vous êtes cousins alors, en fait, au départ, déjà? C'est une histoire de famille. Ou voisins. C'est une histoire de famille, quasiment. Et avec le temps, Cooper donc s'est forgé une réputation, surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, auprès des amateurs de SUV 4x4. Donc aux États-Unis, évidemment, ça a beaucoup de poids, ce qui lui donne, on va dire, une certaine légitimité en termes de robustesse et de fiabilité. D'accord. Et pourquoi relancer cette marque, en tout cas en France? Parce qu'elle avait pratiquement disparu. Alors non, pas vraiment. Comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est tout d'abord un lancement mondial, puisqu'on relance cette marque au niveau mondial chez Goodyear. En France, elle a été distribuée jusqu'à maintenant, mais nous avons complètement rénové la gamme. Nous arrivons avec une marque Cooper qui désormais va offrir une nouvelle gamme sur le segment été, sur le segment toute saison qui commence à prendre, comme vous le savez, vous en parlez souvent dans votre émission, beaucoup de pas en France. Et donc, on avait besoin d'occuper l'espace du segment médium pour avoir une offre complémentaire pour notre offre premium Goodyear. Oui. Alors, bon, je vais vous poser la question qui fâche. Dunlop, qui était, on va dire, la deuxième marque de Goodyear, est retourné dans le giron d'une société japonaise. Est-ce que c'est pour occuper la place qu'avait Dunlop avant que vous relancez Cooper? Alors, on ne va pas faire de langue de bois. Clairement, oui. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un portefeuille de marques qui s'adresse à tous les automobilistes qui nous écoutent. Donc, Cooper est notre réponse au segment, disons, rapport qualité-prix, au segment médium. Et le but, évidemment, c'est de couvrir tous les segments, toutes les saisons et d'être complémentaire avec la marque Goodyear. D'accord. Donc, pour bien comprendre, on a Goodyear qui est la marque premium en haut et juste en dessous, on aura Cooper avec combien de références? Quel type de véhicule on peut équiper? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'était très marqué tout-terrain là. Bon, j'imagine que vous allez beaucoup démocratiser. Bien sûr. Alors, le côté tout-terrain, ça donne cet ADN de robustesse. Ça a un côté sexy de parler tout-terrain et c'est également quelque chose qui s'est forgé avec le temps. Maintenant, Cooper est là pour répondre au plus grand nombre d'automobilistes et pour vous répondre à tout type de véhicules, pas uniquement les 4x4, les citadines, les véhicules utilitaires. Et une fois de plus, le but, c'est de mettre le savoir-faire de l'entreprise Goodyear à la portée du plus grand nombre. Donc c'est des prix qui vont être inférieurs de combien par rapport à un équivalent Goodyear? Parce que vous dites c'est un rapport qualité-prix intéressant, mais on gagne combien? Vous allez me dire c'est pas nous qui vendons les pneus, mais bon, vous savez quel est le différentiel entre un Goodyear et un Cooper? Oui, en pourcentage. Bien sûr, si vous avez un Goodyear sur une base 100, donc si un Goodyear coûte 100 €, vous aurez un Cooper qui sera aux environs de 85. D'accord. Okay. Tout en ayant une qualité qui sera nettement supérieure aux pneus budget qu'on trouve aujourd'hui qui viennent du sud-est asiatique avec des caractéristiques. Alors on va le redire, on fait pas d'économie quand on met un pneu budget sur une voiture, parce que même si on le paye 2 fois moins cher, il durera 2 fois moins longtemps et surtout on sera en danger à chaque moment où on roule. Donc ça, je préfère le dire moi plutôt que vous, parce que sinon on va dire ouais, c'est un directeur marketing ou commercial, c'est normal qu'il dise ça. Là, je suis très très sérieux quand je dis attention, quand vous équipez votre voiture de pneus chinois, on va appeler un chat un chat, vous faites pas une bonne opération, ni en termes de sécurité, ni en termes de coût. Donc là, ça sera une offre qui permettra de faire un peu d'économie tout en ayant des qualités extrêmement proches d'un pneu premium. Exactement, et c'est effectivement mieux quand c'est vous qui le dites. Mais aujourd'hui, avec Goodyear, qu'est-ce qu'on fait? On est en première monte, on développe de la technologie. On est dans le motorsport, on est aux 24 heures du Mans que tout le monde connaît en France. Ouais, d'ailleurs, tiens, je vous tire les oreilles parce que la passerelle Dunlop va se transformer en passerelle Goodyear, ça va me faire pleurer pendant des jours, ça. Écoutez,
c'est une longue histoire. Vous pouvez m'inviter pour une prochaine émission. Oui, on vous invite pour en parler. Non, mais surtout, vous allez nous inviter sur les 24 heures du Mans aussi. C'est ça. Voilà. Ouais. Avec grand plaisir. Et on fera l'émission dans le ballon dirigeable. Ah, c'est bien ça. Hein, ouais, j'adore. Non, mais sérieux. Sérieux. Jamel, tu viens avec nous? On va s'envoler, Jamel. Oui, Louis. Écoutez, oui, donc Cooper est là pour s'adresser au plus grand nombre. Et oui, Cooper bénéficie du savoir-faire que Goodyear a développé sur la première montre, sur la technologie, sur le motorsport. Donc oui, c'est notre savoir-faire qui est mis à la disposition du plus grand nombre. Mais effectivement, un conducteur qui cherche la performance, il s'adressera plutôt sur notre marque premium Goodyear. D'accord, mais alors comment, Louis Pignat, alors non, mais comment on explique cette différence de prix en termes de fabrication, etc. Sur quoi vous avez rogné, entre guillemets? Alors là, je peux peut-être parler à sa place. Ok, bon, Louis Pignat est avec moi dans le bureau. On va dire que ça va être la technologie qui était au top il y a 2 ans, alors que le Goodyear, c'est la technologie au top maintenant. Voilà. J'ai bon ou j'ai pas bon, Louis? Ce qui est génial avec Jean-Luc, c'est que je n'ai absolument pas besoin d'être là. Eh ben, au revoir, bon week-end. Merci beaucoup. Non, mais c'est bien parce que c'est une vraie question. Qu'il essaye de nous vendre des pneus à l'antenne. Et puis c'était une vraie question. C'est moi qui gère les cordons de la bourse à la maison avec moi-même, et donc je me dis tiens, mais alors pourquoi ils sont moins chers? Comment on explique cette différence de prix? Merci. C'est ça. Dernière question, Louis, on les trouve où ces pneus Cooper? On va les trouver où? Vous les trouverez tout d'abord dans notre réseau Vulco, et j'espère que vous le connaissez. Oui, bien sûr. Donc c'est notre réseau partenaire. Nous avons fait un lancement avec le réseau Vulco il y a 1 mois. Donc ils seront disponibles chez Vulco, mais ils seront également disponibles chez votre garagiste de proximité. Vous trouverez Cooper, évidemment, à la portée du plus grand nombre. Pour tout type de véhicule, là on a tout le monde. Pour tout type de véhicule, et je vous le disais tout à l'heure, les pneus Cooper sont EV ready, c'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts à équiper les véhicules électriques également. Donc on couvre tout le spectre. Ok, d'accord. Super. Pneus été, pneus 4 saisons, pneus hiver, il y a la totale. Et c'est une renaissance. Complètement. Bon super. C'est une renaissance. Ouais. Bon Louis, on se retrouvera avec bonheur donc au mois de juin dans le dirigeable Goodyear au-dessus de la passerelle Goodyear des 24 heures du Mans. Voilà, rendez-vous est pris. Avec grand plaisir. Je vous envoie l'invitation. On compte sur vous. Il nous faudra plus qu'une invitation si on vient avec le studio. Je passerai vous chercher équipé en pneus Cooper. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Brigitte qui dit sur la page Facebook de Sud Radio, je vois passer le dirigeable tous les ans à l'aller et au retour. Il est basé en Allemagne et fait escale à Chalon-sur-Saône. Ouais, c'est vrai. On a plein de réactions comme ça. C'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est quand même un grand moment qui va arriver encore. On est content. Allez, à suivre. On va vous accueillir à l'antenne de Sud Radio puisque c'est votre moment. Nous allons avoir Chris qui nous a posé une question et vous pouvez faire comme Chris. Vous pouvez aussi appeler au 0826 300 300. Je vous l'avais annoncé, j'ai regardé les mails, il y a eu des mails qui sont arrivés tout à l'heure, mais c'était pendant le sujet sur l'éthanol. J'ai une question à vous poser, du coup, l'ami Jean-Luc, je vous la pose hors antenne pour que vous prépariez un petit peu, parce que c'est très technique. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio. On parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à midi. On continue de vous donner la parole. On répond à toutes vos questions sur l'antenne de Sud Radio. Et c'est Chris qui est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que vous avez entendu la blague de Jean-Luc? Mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est Christophe, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais on vous appelle Christ, alors je disais, c'est Jésus son prénom en fait. Jésus, moi, avec mes amis lyonnais, c'est plutôt une bonne charcuterie lyonnaise. Donc Jésus-Christ, vous avez une question, n'hésitez pas. Non, alors on vous écoute. Christ. En fait, j'ai eu l'occasion d'essayer un 2008 avec la boîte AT8 et j'ai trouvé la boîte très agréable à utiliser et je me demandais si c'est fiable sur le long terme en termes de kilométrage et de temps, si c'est aussi fiable qu'une boîte mécanique en fait. Alors il y a plusieurs questions induites dans votre question. Voilà. D'abord, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure quand on parlait de la nouvelle 308, la boîte AT8 aujourd'hui a tendance à disparaître des nouveaux modèles qui sont faits par Stellantis au profit d'une boîte robotisée. C'est dommage parce que la boîte AT8, franchement, elle fonctionnait très bien. C'est vraiment agréable. Voilà. Alors sur la boîte elle-même.
Contrairement, c'était notre cheval de bataille pendant longtemps, contrairement à ce que disaient les constructeurs qui disaient une boîte automatique, il n'y a pas d'entretien. Bon, c'est dommage parce que les fabricants des boîtes automatiques, c'est pas les constructeurs auto qui fabriquent les boîtes auto, mais il y a des fabricants, par exemple ZF en Europe, qui est le plus gros fabricant de boîtes automatiques. Le constructeur disait pas d'entretien. Et ZF dit, si, entretien à 60 000 km, vidange de la boîte. Alors le problème, mais maintenant ça y est, les garagistes commencent à être formés. Surtout, il y a des machines qui font automatiquement les vidanges. Parce que une vidange de boîte automatique, c'est pas une vidange de moteur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut que ce soit à la bonne température, il faut que la quantité d'huile soit exacte, il y a des crépines à changer. Enfin, c'est vraiment une opération complexe. Si c'était mal fait, ça cassait la boîte. Donc maintenant, ils ont des machines. Ils se branchent dessus, ça fait tout automatiquement et ils sont sûrs de ne pas faire de bêtises. Donc, une boîte automatique, ça se vidange tous les 60 000 km. Une boîte mécanique n'a pas besoin d'être vidangée aussi longtemps, même si une boîte mécanique doit aussi être vidangée. Il n'y a aucun système au monde avec un lubrifiant qui peut être lubrifié à vie en gardant les mêmes propriétés. Un lubrifiant, ça s'use, ça s'oxyde, ça se charge en particules. Ça doit forcément être remplacé. Mais c'est plus contraignant d'avoir un entretien de boîte automatique. Ça, c'est la première chose dans votre question. La deuxième, que vous n'avez pas posé, mais qui va arriver. Votre moteur sur le 2008 que vous avez essayé, c'était quoi? Un litre 2 PureTech? C'était le 1,5 litre diesel. 1,5 litre diesel. Alors que ce soit un litre 2 PureTech ou 1,5 litre diesel, la boîte automatique va provoquer un encrassement plus rapide des moteurs. Pourquoi donc, vous allez me dire? Pourquoi donc vous dis-je. Pourquoi donc? Parce que la boîte automatique, elle a un programme qui est là pour faire économiser un maximum de carburant. Ça veut dire qu'elle va faire fonctionner le moteur à des régimes les plus bas possibles et souvent en léger sous-régime pour limiter la consommation. Or, le sous-régime, c'est très mauvais pour l'encrassement des moteurs. Donc, on le remarque d'ailleurs, je le dis, pour tous ceux qui ont des PureTech avec des boîtes automatiques, ils vont tomber malades plus tôt que ceux qui ont des boîtes mécaniques. D'ailleurs, je connais des gens qui ont des PureTech avec des boîtes méca, qui tirent un peu les rapports et me disent, moi, j'ai pas de problème de consommation d'huile sur mon moteur. Alors que le même avec une boîte automatique va avoir, lui, des problèmes de conso, puis c'est pas vous qui gérez le passage des rapports. Donc, c'est aussi pour ceux qui veulent acheter un véhicule d'occasion. Il y a des bonnes affaires à faire avec le PureTech, puisque personne n'en veut. Donc, oui, c'est clair. Je vous conseille plutôt un PureTech avec boîte manuelle, plutôt qu'un véhicule avec boîte automatique. Puis après, on va faire changer la courroie et puis on n'a plus de soucis. Alors, il n'y a pas que la courroie qui pose problème sur le PureTech, malheureusement. D'ailleurs, vous avez vu, BYD avait fait une campagne de pub en Italie où ils se foutaient de la gueule du PureTech. Bon, là, ils ont arrêté quand même. C'était un peu trop. Donc, alors, la boîte automatique, c'est des contraintes supplémentaires et sur certains moteurs, c'est des risques de panne supplémentaires. Mais quand on a goûté à la boîte auto, on ne revient pas en arrière. C'est vrai que... J'avoue. Ouais. Moi, la première. Et concernant l'entretien, j'ai une remarque à vous faire justement. L'ami qui m'a fait essayer sa 2008 arrive à l'entretien des 60 000. Donc je lui ai suggéré, étant un fidèle auditeur, de demander une vidange de boîte. Ouais, et on lui a dit non, on ne vidange pas la boîte. On lui a dit, on vidange la boîte en cas de souci, donc c'est-à-dire surchauffe ou problème pour le passage des rapports. Ouais. Il a demandé à faire un entretien préventif et la réponse ça a été nous ne savons pas le faire, adressez-vous ailleurs. Alors que c'était des concessions Peugeot. Oui. Il change de crèmerie, il va dans un endroit où ils ont une machine, comme je vous l'ai dit. Il y a des machines qui font les vidanges automatiquement maintenant, donc il n'y a plus de risque, mais il faut juste aller dans un garage qui est équipé. Tous les autres vont vous dire non, ça se vidange pas une boîte automatique. Est-ce que une ânerie monstrueuse. Les boîtes automatiques ont beaucoup évolué également en termes de technologie sur les 10 dernières années. Est-ce qu'on vidange toujours autant, même les nouvelles? Alors, les nouvelles, c'est plus vraiment des boîtes automatiques. On a dit, c'est des boîtes mécaniques robotisées. Mais donc, ça se vidange aussi, Oui, ça se vidange aussi. Et toujours à 75 000 C'est moins agréable, c'est ça? Non. Le problème, c'est que si vous faites de la ville et que ça fait patiner les embrayages, ça va s'user beaucoup plus vite. D'accord. Donc, la boîte robotisée a des avantages en termes de conso par rapport à une boîte automatique traditionnelle, mais elle a des inconvénients en termes de fiabilité, ça c'est clair, et d'entretien, puisque vous aurez l'usure des embrayages. Il y a une réaction de Roland sur la page Facebook de Sud Radio. Roland, qui est très
présent ce matin et ça nous fait plaisir. Alors Roland, il nous dit, a priori sur ZF, il dit, ZF préconise la vidange à 150 000 km. Moi, le monsieur de ZF, le patron... En cas d'usage extrême, sinon pas de vidange. Non, le patron de ZF, qu'on a invité dans cette émission, nous a dit exactement. 60 000 km, alors qu'il était assis en face de moi. Voilà. Faut que je fasse la mienne alors. Donc, entre un quart d'entretien. D'ailleurs, à l'époque, moi, ce qui m'avait fait tiquer, c'est qu'en France, BMW disait pas de vidange sur les boîtes automatiques. Et en Allemagne, les mêmes voitures, on leur demandait une vidange à 60 000. Oh. Donc, j'ai remonté l'info et on m'a dit, non, oui, effectivement, 60 000, il faut faire une vidange. On a une idée du tarif ou pas ? D'une vidange avec les machines, là, ça va. En fait, il y a pratiquement pas de main d'œuvre. Vous avez le coût de l'huile, non, c'est négligeable par rapport au gain que vous allez avoir après, même en agrément sur la boîte. Allez, je vais prendre rendez-vous. Hop là, je vais retourner chez BM. Bon, merci beaucoup, Christophe. Oui, merci beaucoup. Christophe, on vous embrasse fort, on vous souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end à vous, au revoir. Merci, au revoir. Allez, dans quelques instants, juste après la pause, on va parler justement de la voiture préférée de collection. Un indice, elle est allemande. Voilà. Allez, dans quelques instants, on parle du baromètre des véhicules de collection les plus convoités en 2025. À tout de suite. Sud Radio. Vous êtes toujours, vous le savez, les bienvenus. Vous êtes nombreux avec nous également sur la page Facebook de Sud Radio. Moi, c'est vraiment toujours quelque chose qui me ravit d'être avec vous. Tiens, on a beaucoup parlé des boîtiers éthanol avant la pause de 11h. On a Sébastien qui dit que la ville de Mende, donc M-E-N-D-E, je crois que c'est en centre-France, c'est en centre-sud, donne 400 € sous forme de bon d'achat pour les commerçants pour installer un kit éthanol. Très bien. Mais à Mende, ils mettent beaucoup de PV aussi. Amende. On va dans quelques instants parler des voitures de collection. J'ai un joli cadeau pour vous sur la page Facebook également. Une réaction avant d'accueillir notre invité qui est en train d'arriver. Brigitte qui dit une R5 de 40 ans. Brigitte M. de Paris. P. Non, Brigitte. Pardon. Il y en a encore qui vont m'envoyer des mails en disant qu'il faut que j'arrête de rire. Vous savez, des gens qui savent pas sourire. Brigitte qui nous dit une R5 de 40 ans avec 12 km au compteur. Oui, j'ai vu qu'il y en avait une qui était à vendre. On appelle ça une time capsule. En bon français, en fait, ces voitures qui ont été préservées, qui n'ont jamais roulé, parce que la voiture est neuve, 12 km, elle est sortie de l'usine, le roulage de 12 km correspond au trajet qu'elle a fait pour sortir de l'usine et arriver chez le concessionnaire et éventuellement passer du concessionnaire au garage où elle a été stockée depuis. Donc c'est vraiment un véhicule qui est totalement dans son état d'origine et ça vaut des fortunes. 12 km. Il y en a très peu des véhicules dans ce cas-là. La voiture n'a pas roulé, mais on ne peut pas redémarrer tout de suite. Ah non. On est d'accord. On redémarre pas un véhicule qui a 12 km et qui a 40 ans. Voilà. Il faut tout vidanger, tout vérifier, déjà en espérant que le moteur soit pas bloqué. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Mais ce véhicule qui est vraiment dans son jus, ça vaut une fortune. Ouais. Ça vaut une fortune. Ma grand-mère avait une R5, bêtement on l'a vendue dans les années 90. Bon, en même temps, on pouvait pas savoir. Bon, allez, vous l'avez compris. On a un expert avec nous. Vous l'avez compris. On parle classique car. Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va accueillir Michael Mendes et non pas Mende en Lozère, nous dit Roland. Bonjour Michael Mendes. Oui. Bonjour à toute l'équipe et joyeux anniversaire. Merci. Responsable développement de Classic Expert. Alors, what is it, Classic Expert? What is it et tout de suite après la R5. Alors, What is it, Classic Expert, c'est une filiale de BC Expertise, donc un des plus gros cabinets d'expertise. Et Classic Expert, c'est vraiment la branche qui gère la partie véhicules de collection, en fait, principalement des valorisations dans plusieurs types de besoins. Ça peut aller du contrat d'assurance, d'une valorisation pour la vente, l'achat, l'assistance, etc.
Oui. Alors avant de passer sur le baromètre que vous faites, déjà c'est pour la 10e année consécutive, oui. Là on vient de parler, vous avez sans doute entendu, on vient de parler d'une auditrice qui a envoyé un message, une R5 de 40 ans. De 40 ans qui a que 12 km, ça vaut une fortune, on est d'accord, des modèles comme ça n'existe pas. Enfin je parle des voitures qui sont préservées totalement et qui n'ont pas de kilométrage. Alors nous on en trouve quelquefois, c'est vrai qu'on fait des expertises en sortie de grange, mais ça peut exister et là c'est des vrais bons moments qu'on a dans notre métier quoi. Ouais. Parce qu'on expertise effectivement c'est une capsule temporelle, c'est le temps s'est arrêté à cet endroit. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Bon, alors revenons à nos moutons. Non, à nos voitures de collection. Alors, comment on dit mouton en allemand d'ailleurs? Je m'en rappelle plus. Zut. Je sais pas non plus. Parce que le classement a évolué un petit peu. Alors déjà, dans les grandes lignes, on parle des voitures pour commencer, on parlera après des motos. On a aujourd'hui dans le classement plus de Youngtimers qu'il y en a eu. Il y a en ce moment une bascule. Alors oui, notre classement, en fait, il est basé quand même, on réalise à peu près 5000 expertises par an. Et c'est vrai que notre classement, il est quand même basé sur les véhicules qu'on expertise le plus. Alors on prend différents critères aussi pour arriver au fait que ça soit le classement des véhicules les plus recherchés. Mais entre autres, effectivement, ça tient compte du nombre de transactions, voilà, de l'intérêt qu'on porte à ces véhicules-là. Donc on a forcément des véhicules, on va dire un peu plus populaires et des véhicules qu'on voit plus régulièrement, quoi. Bon, on ne retrouvera pas d'avant-guerre dans ce classement, par exemple. Ouais. Il faudra un roulement de tambour. Est-ce que tu peux... Ouais, alors fais très bien le roulement de tambour. Parce que, alors, historiquement, la voiture, on va dire préférée, c'était la voiture de collection préférée, c'était la Citroën 2 chevaux, qui est aujourd'hui à la 2e place. Et elle est pas loin, oui. Ah ouais, elle est pas loin. Et en première place, alors, je vous écoute, ça y est, c'est la fin du suspense terrible. Donc c'est bien la Porsche 911. C'est un de nos best-sellers et qui est dans le classement depuis de nombreuses années. L'une des voitures préférées de l'ami Jean-Luc. Même si les valeurs ont tendance à baisser un peu en ce moment, les gens n'ont plus d'argent, donc on comprend que les valeurs baissent. La Porsche 911, bon, ça reste un rêve pour beaucoup de garçons et de filles d'ailleurs. À combien elle est là à peu près la moyenne? Enfin, on peut pas donner de prix. Ça dépend du modèle. C'est difficile exactement. La Porsche 911, c'est une voiture qui est quand même, on va dire, fabriquée et vendue depuis 1963-64. J'étais pas né. Donc voilà, donc on a quand même différentes évolutions et c'est vrai qu'aujourd'hui mettre un prix, il y a l'équipement, enfin voilà, il y a tout qui rentre en jeu. Donc après l'État compte pour beaucoup dans la valeur du véhicule. Exactement. Alors moi ce que j'ai envie de dire, c'est parce que ça commence à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Quelle est votre voiture de collection préférée? Allez-y, envoyez-moi tout ça sur la page Facebook de Sud Radio. Bon, alors là pour revenir à Porsche 911, c'est les 3,2 litres qui sont aujourd'hui les plus plébiscités, donc un modèle qui commence à être un petit peu ancien, qui est des années 80, mais qui est d'une fiabilité sans faille. Et je pense que ça doit jouer aussi un peu dans aujourd'hui dans le choix des amateurs de voitures anciennes. Exactement. Il y a quand même les performances. Il y a le côté un peu rustique aussi de cette auto. S'il y a l'essence même de l'esprit de la Porsche 911 dans cette auto, quoi. Ouais. Alors, pour continuer le classement, on a dit en 1 Porsche 911, en 2 Citroën 2 chevaux, en 3. En 3, c'est quand même une surprise et c'est une auto qui grimpe, on va dire, petit à petit. C'est la Ford Mustang. Ah oui, ah bah tiens, c'est la voiture préférée de Guillaume sur la page Facebook de Sud Radio. Bim. Ouais. Boum. Donc voilà, la Ford Mustang, c'est une auto qui étonne toujours parce que alors ça partait quand même de bas, on va dire il y a 5-6 ans, on avait des Mustangs régulièrement en dessous des 20 000 euros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs on est quand même sur des valeurs qui ont pris bien 20-30% quand même. Ouais. Bon alors après 4-5, là on rentre dans du Youngtimer, on peut le dire. C'est même surprenant la 4e position. C'est pour Cédric ça. Oui. Là, on est dans le Youngtimer. Après, comme vous disiez tout à l'heure, la 205, c'est un véhicule de collection à part entière. Elle a plus de 30 ans. Mais c'est vrai que la série 3, on a aussi des différents types qui démarrent aussi en voiture de collection et d'autres en Youngtimer. La 6, c'est une coccinelle. La coccinelle aussi, on va dire, c'est une valeur sûre du baromètre.
Et puis en 7e position, la DS qui a fêté son anniversaire ça l'année a joué dernière. Certainement, les 70 ans de la DS, ça a dû jouer. L'Austin Mini, alors ça, c'est pareil, elle est toujours à peu près dans le top 10, l'Austin Mini, parce que La Mini, elle est régulièrement dans le top 10, et comme on est sur des valeurs qui sont quand même, on va dire, un peu plus basses, on voit que ça continue toujours à monter régulièrement, quoi. Bon. La Volkswagen Golf en 9e, qui est tirée sans doute aussi par la GTI, comme la 205. Si elle se retrouve en 4e position, c'est les GTI qui font l'essentiel du travail. Exactement. Et cette année, en plus, on a établi on va dire un top 5 par GTI, et on constate un petit peu le phénomène sur la GTI qu'on constate sur les véhicules de collection en général, c'est que par GTI, on a, on va dire, des modèles phares comme la 205 entre le 1900 et le 1600, et c'est vrai que c'est le 1600 en ce moment qui monte un peu, et le 1900, on va dire, a atteint son plafond, on va dire. Et sur la Golf, on a un peu le même phénomène, où la Golf 1 GTI, qui était le modèle phare, est un petit peu en chute, alors que la Golf 2, qui démarrait de plus bas, monte toujours au niveau de la valeur, quoi. Bon, 10e, la Chevrolet Corvette, ça veut dire que j'ai 2 voitures classées dans le top 10, ça c'est plutôt pas mal. Et alors si on parle de moto, si on parle de moto, si on parle de moto, j'en ai une qui est en 2e place. Mais même 3, parce que la 911 aussi, du coup. Oui, mais la 911, c'est bon. Alors, j'ai compris. c'est le Solex. J'ai 2 voitures donc, dans le 3. Oui, Chevrolet Corvette. C'est un Solex, Jean-Luc, c'est ça ? Alors c'est pas tout à fait un Solex. C'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin, avec 4 cylindres, double arbre à cam en tête. Voilà, il y a écrit Kawasaki dessus. Voilà, donc une Z1 alors. Ouais, une Z1 900, qui est une moto fabuleuse. Alors ça, je le dis, je roule avec. Franchement, c'est une bécane géniale. Mais c'est pas la première, celle qui fait le plus rêver. Elle est sortie avant la 900, la fameuse 900 Kawa, on l'appelait comme ça à l'époque. Donc la première, c'est la 7,5 CB, et on constate aussi que, alors on a moins de données, donc on ne peut pas établir de tendance. Mais c'est pareil, c'est une moto qui est intemporelle, avec qui différents types d'évolution. Mais par contre, au niveau des valeurs, on a atteint un plafond aussi il y a quelques années, et on a des valeurs qui sont plutôt stagnantes. Bon, alors je dis vite fait, entre Triomphe Bonneville, Kawasaki H1H2, c'est moteur de temps, Norton Commando. On peut retrouver le détail de tout ça à quel endroit ? Le détail du baromètre, est disponible sur notre site, et aussi sur le Club Classique Expert. Vous pouvez aller consulter tout ça, et il y a même des articles, il est même en version un peu plus complète, avec des articles qu'on a réalisés. Donc voilà. Après, ce qui est important sur un véhicule de collection, ce qu'il faut savoir, c'est on va dire, pour avoir une valeur optimale, il faut que, au niveau traçabilité, on ait une traçabilité vraiment complète, que le véhicule n'ait pas été modifié. Soit dans sa configuration d'origine. Le tuning est éliminatoire pour les valeurs collection. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est Michael Mendes d'aller effectivement sur le site de Classique Expert, parce qu'on va devoir vous abandonner maintenant. Oui, on va parler fausses cartes grises. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Michael. Bonne journée. Quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane qui nous envoie un coucou de Thaïlande. Salut, qui nous dit le classement, c'est en fait le garage de Jean-Luc. Roland, lui, qui dit la 750 CB. Il y a une version prototype initiale qui a été vendue $100 000 aux enchères. On a aussi la Pantera de Tommaso, son plus grand regret de l'avoir vendue, ça c'est Stéphane. Thierry qui dit Lotus Esprit S4 S jaune ou Sport 300. Et vous êtes tous des passionnés, des amoureux, c'est vraiment chouette de partager cela avec vous sur l'antenne de Sud Radio. Allez, dans quelques instants, pour que nos voitures continuent de rouler correctement, on a besoin de nos garagistes, et on va parler malheureusement de ce qui leur arrive depuis quelques temps, et ces milliers de fausses cartes grises dans la nature après un piratage qui leur coûte très cher. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va parler d'un état de fait très grave pour nos amis garagistes, avec des dizaines de garages qui ont été victimes d'une usurpation de leur accès au système d'immatriculation des véhicules, avec des conséquences dramatiques. Pour en parler, on reçoit le président de la Fédération nationale de l'automobile, Robert Bassol. Bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Robert. Merci d'être avec nous. Alors que se passe-t-il vraiment ? Alors on va replanter le décor. Oui. Depuis 2009, il est possible de se rendre dans un garage qui est habilité pour effectuer une demande de carte grise. Ça a simplifié beaucoup de choses plutôt que d'aller faire la queue dans les préfectures et les sous-préfectures. Bon, le problème, c'est que ce transfert de compétences a quelques failles de sécurité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a des comptes de garagistes qui ont été piratés et Robert, je vous laisse nous expliquer la suite. C'est des milliers de cartes grises qui sont concernées. Alors, Robert Bassol. Oui, là bien sûr. Alors, d'abord pour le contexte, vous disiez ça, mais depuis 2009, donc il n'y a pas que les garages qui sont habilités, vous pouvez le faire directement sur Internet. Avec la NETS, là, voilà. Oui, oui. Ça existe depuis toujours, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Les gens n'y arrivent pas trop, donc ils se retournent vers les garages. Il y a beaucoup de garages habilités, à peu près 33 000 en France, pour faire les systèmes d'immatriculation des véhicules. La problématique, c'est que depuis quelque temps, ça a commencé surtout fin d'année 2025, là, et dans la région plus particulièrement Vendée, Bretagne et Normandie, beaucoup de garages se sont retrouvés piratés dans leur système et de ce fait ont créé des cartes grises. C'est-à-dire que les pirates, c'est pas eux qui ont fait les cartes grises, c'est les pirates. Non, c'est pas eux qui les ont créés. Non, mais je veux dire, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Et donc, au nom de ces garages, des malfaiteurs ont créé des fausses cartes grises. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dramatique. Donc des cartes grises qui vont servir pour des véhicules volés ou autres ? Volés, même pas forcément. Quand vous allez sur un site pour dire nos cartes grises pas chères, vous tombez sur ces malfaiteurs qui vous créent une fausse carte grise pour un véhicule. Les conséquences sont les suivantes, c'est que c'est le garage qui est censé avoir fait la carte grise, même s'il a été piraté, qui doit payer à la préfecture le prix des cartes grises. Et quand on connaît le prix des cartes grises, ouille. Oui, voilà. Donc c'est les garages qui doivent payer parce que évidemment ça arrive sous leur nom. Donc forcément la facture, la DGFiP envoie la direction des impôts envoie directement au garage. Et ça va très très vite. Il y a des garages actuellement qui en sont à 250, 300 000. On a même le plus gros qui est à 800 000 euros. Wow. 800 000 euros. Ah oui. Alors on imagine que 800 000 euros, il met la clé sous la porte et il ferme boutique s'il faut payer vraiment. Mais même 250 000. Oui. Et la problématique, c'est que les préfectures ne sont pas vraiment conscientes du problème. Même les gendarmes, d'ailleurs, il a fallu qu'on les appelle pour expliquer à la gendarmerie que créer 100 cartes grises entre minuit et 6 heures du matin, c'était peut-être pas ce que faisait le garage alors qu'il en fait 80 dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais alors ce qui est incompréhensible, c'est que vous faites le moindre achat sur Internet aujourd'hui, il y a une double sécurité, on vous demande un code sur votre téléphone, et là, c'est un simple code à 4 chiffres, je peux me faire passer pour le garage si j'ai réussi à pirater ce code et faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dénoncez, vous, à la FNA. Ce qu'on dénonce à la FNA surtout, c'est qu'on voudrait une double sécurité, comme pour les banques, pour n'importe quoi, comme vous dites, sur le web, on peut acheter, mais il y a une double sécurité. Vous recevez normalement un code sur votre téléphone personnel qui est une double sécurité. Là, ce n'est pas le cas, et donc la problématique, c'est que les garages, par exemple, qui sont piratés, ils reçoivent un mail qui ressemble vraiment au mail du gouvernement avec .gouv.fr, etc. et sur lequel on leur demande de donner les clés d'habilitation sous peine de ne plus avoir l'habilitation. Oh là là là. Donc, ça va très très loin. Robert Bassol, ça peut aller même loin pour celui qui a entre guillemets une fausse carte grise, parce que j'imagine que tout ça va être de nouveau examiné, et celui qui circule avec un véhicule avec entre guillemets ses fausses cartes grises, il peut très bien, si lui est de bonne foi. Mais en fait, c'est pas vraiment une fausse carte grise. Le problème, il est là. C'est une vraie fausse carte grise. C'est une carte grise illégale. Voilà, c'est ça. Illégale, voilà. En tout cas, qui n'a pas été payée. Ouais. Voilà. D'abord, c'est une fraude à l'assurance, parce que le fait qu'elle est illégale et qu'on n'est pas obligé on n'est pas obligé. Je veux dire, l'assurance ne vous demandera rien, puisque si vous ne déclarez pas votre voiture,
à votre nouvelle voiture. Je parle pour les vrais fraudeurs. Hein. Donc voilà, il y a quand même la problématique, c'est qu'à l'arrivée, il y aura une revente quasiment impossible. Ah bah oui. Le véhicule, on ne pourra pas le revendre. Les PV que vous prendrez, ils parviennent au garage, qui soi-disant vous a fait la carte grise. Et l'historique des véhicules, pour nous, dans les garagistes, n'existera plus, puisqu'elle est en train de se perdre, vu qu'on ne sait pas les véhicules que c'est. Alors, la Fédération nationale de l'automobile, Robert, demande plusieurs choses. J'aimerais qu'on en parle. L'absence de double authentification renforcée, on en a parlé. L'absence de mécanisme efficace de détection des anomalies volumétriques. Ça paraît logique. Par exemple, ce garage à 800 000 €, il aurait été censé avoir fait combien de cartes grises ? Ah ben, une carte grise, c'est à peu près 250 €. Voilà, ça fait plusieurs centaines de cartes grises. Quoi. Il bosse bien, hein. Oui, il bosse bien, surtout dans la nuit. Oui. Et l'insuffisance des dispositifs d'alerte en cas d'utilisation anormale des habilitations. La problématique, c'est ça, c'est que on ne reçoit pas cette double identification. En fait, pour être clair, hein, le SIV, ce qu'on appelle le SIV, c'est-à-dire le système d'immatriculation des véhicules, c'est une passoire, quoi, pour être clair. Et donc, il faut sécuriser à tout prix ces accès par 2 codes. Et puis surtout, ce qu'on demande avant tout, c'est que on vient de créer un groupe WhatsApp, si vous voulez, avec la FNA, pour que les garages soient constitués en dossier, pour qu'il y ait quand même une vision au niveau des avocats que nous avons mis sur le sujet, sur l'affaire, et justement pour essayer de les aider, de les accompagner, parce que il faut déjà savoir que lorsque vous faites un référé comme ça sur les cartes grises, vous avez 6 mois maximum. Au-delà de ce délai de 6 mois, vous devez payer. Et ensuite, selon le contentieux et la durée que ça peut avoir, qui peut prendre des mois, voire des années, vous serez éventuellement remboursé. Donc ça devient... Alors quand c'est des affaires de 2 000 à 3 000 €, vous patienterez, mais quand c'est déjà à 100, 200, 300 000 €, vous ne pouvez plus patienter. Quoi. Robert, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en ligne quelque part les immatriculations de toutes les cartes grises concernées, parce que on les connaît, il est facile de les retrouver. On pourrait faire la liste de tous ces numéros de toutes ces plaques, enfin toutes ces immatriculations illicites. Et il peut y avoir des gens de bonne foi qui sont victimes aussi tant que... Mais alors, moi... Oui. Il y a des gens de mauvaise foi aussi, mais ça c'est des particuliers, mais ça représente une carte grise de temps en temps. Mais si on met en liste, si on publie la liste de ces cartes grises illicites, même ceux qui sont de mèche, on va dire, dans le système... Ça va les calmer, quoi. Bah oui, tout le monde connaîtra leur immatriculation et tout le monde saura que c'est une fausse carte grise. Et juste... une vraie fausse. C'est ce qu'on a demandé, mais l'État ne réagit pas pour l'instant. On a saisi le Parlement, on a écrit au ministère concerné, même au Premier ministre. On a rendez-vous d'ailleurs avec M. Retailleau prochainement. Mais pour l'instant, ils se font tirer un petit peu la langue. L'État nous dit, pour les petits, c'est pas grave. On peut faire une double authentification pour les grands garages. Alors, ils parlent des grands groupes. Alors que c'est vraiment les petits qui sont le problème. C'est pas les grands groupes. Les grands groupes, ils ont déjà souvent beaucoup de sécurité, etc. Robert, du coup, complètement, Robert Bassol, vous qui êtes le président de la Fédération nationale de l'automobile, donc vous avez plus de 6 000 adhérents aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec les petites TPE, les garages, les petites sociétés qui font notre quotidien de réparation de notre mobilité, de nos voitures et compagnie. Comment est-ce que aujourd'hui vous vous battez, parce que pour les garages, au-delà de ce que vous demandez, est-ce qu'on peut arrêter les frais pour ces garages-là qui ne pourront pas payer et qui vont donc fermer la porte? Et on sait très bien déjà que le milieu automobile a du mal. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors, oui, non, mais on a saisi, bien entendu, les préfectures et l'État pour leur dire de stopper ces fraudes, parce que quand même, ils sont quand même conscients que faire 100 cartes grises dans une soirée, c'est quand même pas très logique, comme je vous disais, pour un garage qui en fait 80 dans l'année. Déjà leur dire, bon, attendez, il faut accompagner ces victimes-là, ils sont victimes de fraude, il faut un dispositif exceptionnel de neutralisation fiscale. Et pour l'instant, honnêtement, l'État ils y travaillent. Ils nous disent, ils travaillent, mais en attendant, c'est compliqué. On a les plus anciens, ça fait à peu près 6 mois, et au bout de 6 mois, ils sont obligés de payer.
S'ils ne veulent pas payer ou s'ils ne peuvent pas payer, ce qui est souvent le cas, ils sont saisis. Déjà, ils n'ont plus le droit de faire d'immatriculation. Ensuite, on fait une saisie sur leur compte. Donc, c'est très très compliqué. Donc, on a mis un avocat, on a mis des avocats dessus. La suite, pour l'instant, c'est quand même les garages qui doivent prendre les frais de l'avocat. C'est moi, mais en plus. Et même certains garages ont reçu des pénalités de 10%. Quand tu dois 150 000 euros, 15 000 euros de 10% de pénalité. Alors, l'État n'a pas été très très réactif. Je suis désolé, mais... Robert, ça continue en ce moment ou ça a été stoppé quand même, cette dérive? Ah non, c'est pas stoppé. C'est pas stoppé, ça veut dire que à l'heure où on se parle, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire des cartes grises illégales. C'est possible, c'est-à-dire que tous les garages impactés, eux, sont stoppés. Par contre, sur ceux qui n'ont encore rien eu, on ne sait même pas comment les contacter. Donc, je veux dire, ils peuvent du jour au lendemain être... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux qui nous écoutent, aux garagistes qui nous écoutent, qui font des cartes grises? Comment déjà, est-ce qu'on connaît la procédure qui a fait qu'ils ont été piratés? Et comment on peut éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Très rapidement, appelez la FNA sur Paris et puis vous verrez bien qu'on fait tout pour vous aider et on sera là pour aider tous les garagistes dans la difficulté puisque, je vous dis, on rencontre tous les ministères concernés. Merci beaucoup Robert Bassols, président de la Fédération nationale de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous nous tenez évidemment au courant de ce qui se passe pour nos garagistes parce qu'il n'est pas question de ne parler que de nous, les automobilistes, malgré ce que peuvent penser d'autres personnes comme Christine, mais on parle aussi de ceux qui nous permettent de rouler tranquillement comme les garagistes. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc. On se retrouve, vous savez quand ? Samedi prochain. La semaine prochaine. Merci à Jamel d'avoir réalisé cette émission. Merci à Aude d'avoir été au standard. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Quant au programme, bien sûr, il continue sur Sud Radio. Passez un bon week-end. Sud Radio.